S'il y a deux voitures qui furent construites pour le même usage, ce sont bien celles-ci, la Dodge Daytona et la Plymouth Superbird. Elles ont toutes les deux été créées pour gagner des courses pour la Chrysler Corporation sur des circuits tels que Daytona, Talladega ou Charlotte. Ces voitures de série, avec leur nez pointu et leur béquet rehaussé, arrivaient à atteindre des vitesses impressionnantes. Avec un moteur Chrysler EMI qui avait de la puissance à revendre sous le capot, on nous dit que ces voitures ne connaissaient pas les limites de vitesse. Ces voitures profilées étaient vraiment des bombes sur circuit. Elles dominaient toutes les courses sans problème. Il y avait très peu de voitures qui pouvaient aller plus vite qu'elles. C'est Dodge qui a commencé en lançant la Daytona en 1969. C'était un peu la réponse de Dodge à la nouvelle Ford Torino Talladega et à la Mercury Cyclone Spoiler 2. La Dodge Daytona n'était pas née dans les ateliers de conception, mais dans les stands de course. Le Charger 500 et la Daytona ont été conçus par les pilotes. Le style n'avait pas grand-chose à voir avec la voiture. Quand le produit final est sorti, son style était abominable et la Superbird est sortie l'année d'après. Sa coupe a évolué pour mettre en valeur tout cet ensemble. La Superbird et la Daytona étaient bien sûr deux voitures différentes, mais à 320 km/h, cette différence n'était plus évidente. Ces modèles étaient bien la preuve que Chrysler aimait construire des voitures de course rapides. Chrysler a apprécié ces voitures. Je pense que les ingénieurs et les stylistes, ainsi que tous ceux qui ont été impliqués dans la construction de cette voiture chez Chrysler, ont eu bien du plaisir. Ils ont apprécié le fait de vendre cette voiture au grand public, et c'était des passionnés, comme nous tous. La règle d'or de ces courses était la suivante. Tout modèle que l'on voyait courir le dimanche devait être disponible chez le concessionnaire le lundi. Donc, grâce à la volonté farouche de Chrysler de gagner le dimanche, les fans de muscle car se sont rués chez les concessionnaires pour en acheter. Vous pouviez donc acquérir un de ces modèles, mais il vous fallait faire vite car Chrysler avait prévu d'en fabriquer 2500 unités, soit juste assez pour se qualifier en tant que voiture de série, d'après les règles de l'association NASCAR. La Daytona et la Superbird font aujourd'hui partie des muscle cars les plus rares. Les collectionneurs estiment qu'il en reste actuellement 1 millier, soit une survie de la moitié des modèles. Apparemment, les collectionneurs ont su dès le début que ces voitures avaient quelque chose de spécial. Avec le changement du règlement des courses et un état d'esprit nouveau dans la compétition au début des années 70, les Daytona et les Superbird ont disparu des circuits et des showrooms aussi rapidement qu'elles avaient fait leur apparition. Mais pendant leur période de gloire, qui a duré 18 mois, on ne pouvait trouver meilleure volonté de gagner les courses chez Chrysler. Chrysler a dominé tout le monde. Les Ford étaient bien dans la compétition, mais honnêtement, je dirais que l'époque NASCAR des années 60 appartenait à Chrysler. Les Superbird et les Daytona étaient ultra aérodynamiques, mais d'autres aérocars avaient déjà commencé à pointer leur nez sur les circuits quelques années auparavant. Il n'y avait pas énormément de théorie dans les courses de NASCAR à leur début. La règle primordiale était de rester sur le circuit jusqu'à la fin de la course. Des techniques plus au point, comme l'aérodynamique, étaient négligées au profit du moteur ou des roues. Malgré tout, certains pilotes avaient remarqué que fermer les fenêtres ou mettre du scotch sur les phares faisait parfois la différence, surtout sur des circuits longs. Alors que le stock car était en train de passer des petits circuits au super speedway, les pilotes et les mécaniciens ont commencé à se pencher sur des concepts tels que le sillage ou l'adhérence. Gary Romberg est un ingénieur de chez Chrysler qui a contribué à l'introduction de la technologie aérodynamique dans les courses stock car. J'étais chez Chrysler depuis 1961, quand je suis rentré chez eux à Huntsville, dans l'Alabama, pour étudier l'aérodynamique sur les navettes de lancement. À la fin des années 60, ils se sont intéressés à l'aérodynamique à Détroit, alors j'y suis allé et j'ai pris ce job. Ça marchait bien à l'époque avec la mise au point des Superbird et des Daytona.
Modèle aérodynamique, ce fut le Dodge Charger en 1966. La coupe de son toit était supposée faire passer l'air en douceur au-dessus de la voiture, lui permettant ainsi de gagner en vitesse et en stabilité. Malheureusement, même si le Charger était très décoratif, il ne fonctionnait pas très bien. C'est David Pearson qui remporta le premier Grand Prix national en championnat cette année-là et sur une Dodge, mais pas sur un Charger. En 66, j'ai piloté un Charger sur le circuit de Daytona. Nous pensions que ça allait être génial de piloter cette voiture sur le circuit à grande vitesse, mais ça ne l'était pas du tout. Nous en sommes vite revenus aux deux Portmo qui faisaient des meilleures performances que le Charger sur ce type de circuit. Malgré son manque de performance sur circuit, la Dodge Charger était devenue populaire dans la rue à la fin des années 60. La deuxième génération de Charger fut une alchimie entre la puissance et le confort, et pour une Chrysler, elle avait une coupe très distincte. Elle n'était pas seulement réservée aux fans de muscle car, dans la mesure où son potentiel aérodynamique était hors du commun. Quand les équipes Dodge sont arrivées sur le circuit au début de la saison 69, les pilotes avaient des voitures qui avaient la même dégaine que les Charger 69, mais avec quelques améliorations au niveau aérodynamique. Dodge l'avait baptisé le Charger 500. Tout l'arrière avait été redesigné. Et la lunette arrière était quasiment horizontale. Une fois de plus, c'était exactement ce que les pilotes attendaient. Nos performances n'étaient pas terribles sur la piste, alors nous avons sorti le Charger 500, mais ça n'allait guère mieux. Nous avions poussé la technologie du moteur aussi loin que possible à l'époque, alors on a demandé aux spécialistes de l'aérodynamique, et j'en faisais partie, de mettre au point une carrosserie qui permettait à la voiture de fendre l'air plus rapidement que notre Charger 500. C'est ainsi qu'est née la Dodge Daytona. Voici la Dodge Daytona. Cette voiture fut le fruit de mois entiers de mise au point pour les ingénieurs de chez Chrysler qui ont travaillé main dans la main avec les pilotes Harry Lee Hyde, le fils du pilote de NASCAR Harry Hyde. Il se souvient comment son équipe avait accueilli la Daytona. Les modèles originaux ont été fabriqués à la Nickel Engineering. C'est Chrysler qui avait développé ce programme. Ils ont construit les originaux pour servir de référence et pour transformer les autres voitures. Toutes les meilleures parties du Charger 500, comme la lunette arrière, ont été adaptées à la Daytona avec en plus des changements que personne ne pouvait manquer. La voiture que vous voyez ici ressemble un peu au Charger 500. Il y a juste l'avant qui a changé, les ailes et le nez pointu. L'aileron arrière a été ajouté pour favoriser l'adhérence et cet aileron était bien plus haut que le béquet normal. C'est justement ce nez pointu et cet aileron qui attirait le plus l'attention, en particulier quand cette voiture a couru sur le circuit de Talladega pour la première fois et qu'elle a battu le record de vitesse. La vitesse moyenne était de 328 km/h, 336 km/h en pointe. Dodge avait désormais la voiture qui pouvait dominer toutes les courses telles que Talladega et tous ses circuits à grande vitesse. Mais avant de l'avoir sur les circuits, la Daytona devait répondre aux critères de la NASCAR. Construire 20 Daytona de course, c'était facile. Mais en construire 500 pour les particuliers, ça l'était moins, même si la voiture était ni plus ni moins un Charger de 1969. John Arruza, qui en a restauré une, nous explique tous les petits changements qui ont fait du Charger une Daytona. Le cône à l'avant est une plaque de fer. Les phares amovibles sont en fibre de verre. Ils se sont simplement servis du modèle Charger 70 pour l'aileron et le capot. Le modèle 70 allait sortir avec des pare-chocs spéciaux qui mettaient bien en valeur l'avant pointu. Les sorties d'air sur la partie supérieure des ailes avaient également leur utilité. Les Chrysler avaient des trous sur le haut des ailes pour faire ressortir l'air qui entrait dans les ailes à grande vitesse. Chrysler ne voulait pas que Ford ou Chevrolet ne devinent pourquoi on utilisait ces systèmes. Donc, ils ont raconté que c'était pour éviter que les pneus ne chauffent, ce qui n'était pas le cas. Ils ont réussi à gagner de la vitesse de cette façon.
Il y a de grandes différences entre la Dodge Daytona et le Charger. L'arrière est moins incurvé, la lunette arrière n'est pas en retrait, le verre est spécial. Toutes les améliorations ont été faites main à partir de plaques métalliques. Le design des voitures de course n'est pas toujours compatible avec la fonctionnalité des voitures de tourisme. Dans ce cas, Dodge a dû faire des compromis, comme nous le montre David Patik. Quand on a conçu ces voitures à l'origine, cet aileron était à cette hauteur. Le problème était qu'on ne pouvait pas ouvrir le coffre en entier. Alors les ingénieurs ont décidé de placer l'aileron plus haut, et vous voyez que ça marche déjà mieux. Sous le capot, en revanche, il n'y avait pas de compromis, mais il n'y avait pas beaucoup de choix non plus. Il n'y avait que 3 moteurs au choix, 2 monstres de 7000 cm3 ou la Super 6800 EMI. Vous pouviez également choisir 2 boîtes de vitesse, la Torque Flight automatique 727 de Chrysler ou une boîte 4 vitesses Heavy Duty. Chrysler compte 503 Charger Daytona à son actif, mais d'après Don Tarr, un pilote de chez Chrysler, seulement la moitié de ces voitures ont été fabriquées chez des concessionnaires Dodge. D'après moi, Chrysler était supposé en construire 500. Après les avoir comptés, ils ont remarqué qu'il n'en restait plus que 250. Ils en ont esquinté quelques-unes, ou bien ils ont servi pour les pièces détachées aux courses, et quand la NASCAR s'en est rendu compte, ça les a un peu choqués. Tout le monde se rappelle de cette histoire. Chrysler était supposé construire 500 modèles et des responsables de la NASCAR ont visité les ateliers, mais ne se sont pas rendus compte du nombre total des voitures car les employés étaient en train de sortir et de rentrer les voitures pendant qu'ils visitaient. Et ils ont dû tomber plusieurs fois sur les mêmes voitures sans le savoir. Mais la NASCAR savait que les courses étaient plus suivies et les ventes de places plus massives quand tout le monde participait à la course. Donc la Daytona a été jugée apte à participer aux courses et le monde entier a tourné ses yeux vers Talladega où ces voitures promettaient d'aller encore plus vite, tellement vite que certaines personnes essayaient de les faire ralentir. Mais ces voitures ont rencontré quelques problèmes sur le nouveau circuit de Talladega. Aux arrêts au stand, les équipes de Ford comme celles de Chrysler étaient confrontées aux conséquences de la vitesse de ces bolides. David Pearson s'en souvient. La marque Goodyear avait de nombreux problèmes de pneumatiques car les voitures n'avaient jamais roulé si vite ou il n'y avait jamais autant de pression sur les pneus, surtout dans les virages. Ces mêmes pneus éclataient donc souvent, ce qui a rendu les circuits assez dangereux pour les pilotes. Les pilotes ont alors proposé de tarder la course d'une semaine, le temps d'améliorer les pneus, mais cette proposition fut rejetée. La plupart des grands pilotes ont donc boycotté la course. David Pearson était parmi ceux qui avaient fait ce choix. Bill France n'était pas d'accord. Il a clairement dit que nous allions courir cette semaine et non celle d'après. Il était un peu têtu, mais nous aussi, nous étions déterminés. Nous nous sommes rassemblés avec les autres pilotes et nous avons décidé que s'il courait, nous nous abstiendrions. C'est donc sans les grands pilotes de NASCAR qu'eut lieu la première course de Talladega 500 et avec des voitures plus petites. Quelques voitures sont entrées sur le circuit pilotées par des chauffeurs remplaçants. Richard Breakhouse, qui pilotait une Dodge Daytona, a fini par gagner la course, mais ce ne fut pas une grande victoire, même si les pneus n'ont finalement pas éclaté à tour de bras. Ils ont quand même fait cette course et n'ont pas eu de problème. Tout s'est bien passé. Vers la fin de la saison 1969, les équipes et les marques de pneumatiques commençaient à maîtriser les produits aérodynamiques. Et la Dodge Daytona s'est fait un nom dans la compétition. Nous avons gagné 17 courses en 1969, mais nous n'avons pas remporté le championnat. En 1970, l'aileron arrière était vraiment devenu tendance. Et c'est cette année-là que Plymouth allait en mettre un sur la Superbird. Si la Daytona avait remporté 17 victoires, la Plymouth ne pouvait se vanter d'avoir gagné que 2 fois. C'était la déroute. Mais dès que l'équipe Plymouth a vu la Daytona sur les circuits, ils ont su ce qu'ils avaient à faire.
Le Roadrunner était un des muscle cars des plus populaires, mais du point de vue aérodynamique, c'était plutôt une boîte à chaussures. C'est pourtant la voiture qu'avait choisi Plymouth pour participer aux grandes courses. Le Roadrunner et le Charger avaient en commun un châssis Mopar B assez similaire. En conséquence, la plupart des pièces fabriquées pour la Daytona allaient pouvoir être adaptées sur le Roadrunner. Pour adapter le nez, par exemple, les ingénieurs se sont servis des ailes et du capot de la Dodge Coronet. Ses ailes étaient plus larges et ses angles étaient plus extrêmes. La grande surprise était la Superbird, qui allait dépasser la Daytona en nombre de voitures construites. Cette année-là, l'association NASCAR a décidé d'augmenter les quotas de production, ce qui signifiait que 2000 Superbird allaient bientôt être à vendre chez les concessionnaires disséminés un peu partout dans le pays. Smith Stokes, qui était alors concessionnaire Plymouth, se souvient de son combat acharné pour avoir un modèle en démonstration. En 1970, j'ai reçu une brochure de chez Chrysler par la poste. Cette brochure annonçait que Chrysler allait se lancer dans la course avec une voiture aérodynamique. Nous avons entendu des rumeurs comme quoi Richard Petty allait revenir en course avec ce bolide. J'en ai alors commandé une, non sans un peu d'anxiété. J'ai rempli le bulletin de commande et j'étais très excité. Plymouth s'est engagé à fabriquer 4 fois plus de Superbird qu'il n'y avait déjà de Daytona, avec tous les problèmes que cela pouvait comporter. Vendre cette voiture onéreuse et très sport à des particuliers, par exemple. C'est la raison pour laquelle Plymouth s'est soucié de rendre ce modèle attractif pour les clients. Le moteur de la Superbird était le même qu'équipait déjà la Daytona, à savoir le Super Commando 7000 cm3 avec un carburateur à quadruple corps recouvert du carter ABS. Ce moteur développait 375 et un couple moteur de 66 kg/m à 3200 tours minute. Vous pouviez également opter pour un carburateur 6-corps qui développait 390 chevaux et un couple de 68 kg/m. Ou bien mieux encore, vous pouviez tomber sur l'un des 93 moteurs 426 Street Hemi qui ont équipé quelques Superbird d'une puissance de 425 chevaux et un couple moteur de 75 kg/m. Le moteur Hemi était une option qui coûtait 841 $, soit 5 900 francs. Mais avec un tel moteur, vous pouviez aller jouer dans la cour des grands. On trouvait la plupart des options du Roadrunner sur les Superbird, comme les jantes de rallye de 15/7 ou des pneus F60 de 15. Toutes les Superbird étaient équipées de freins avant à disque. En plus, c'était une voiture agréable à conduire, avec son autoradio 8 pistes, son volant custom et un tableau de bord bien fini. Avec un prix de base de 30 000 francs, la Superbird n'était pas donnée à l'époque. Ajoutez à cela quelques options et cette voiture devenait inaccessible pour la plupart des acheteurs de muscle cars. Sharon Malcolm était concessionnaire Plymouth en 1970. Elle n'a pas eu de chance avec l'unique Superbird qu'elle avait à vendre. Nous avions une Superbird Taureau rouge à vendre, elle voulait de cette voiture. Cela faisait 6 mois que nous avions la voiture quand la maison mère a exigé que nous devions la payer alors que nous n'avions pas l'argent nécessaire. J'ai donc dû emprunter de l'argent à la banque pour m'en débarrasser. Les Superbird avaient peut-être du mal à décoller à la vente, mais sur le circuit, c'était de véritables bombes. Au commencement de la saison 1970, il paraissait plus évident que cette année allait marquer un pas décisif pour ces voitures. Les Plymouth Petty Blue ont tout de suite fait partie des vainqueurs en gagnant la course de Daytona et ce n'était que le début de la saison. Dodge n'était pas en reste avec son pilote Buddy Baker qui a établi un nouveau record du monde de vitesse à Talladega. Il a atteint les 320 km/h. Mais une fois de plus, la combinaison de moteurs de course et d'aérodynamique n'allait pas sans créer des problèmes de sécurité. Il fallait vraiment faire quelque chose pour mieux maîtriser cette vitesse si l'on voulait continuer à avoir des compétitions de NASCAR. Cela posait un problème de sécurité pour le public comme pour les pilotes. Ces voitures pouvaient atteindre les 300 km/h. C'était du jamais vu pour la NASCAR. Au mois d'août, la NASCAR a dévoilé son plan pour calmer le jeu. En 1970, ils ont commencé à prendre des mesures pour ralentir les voitures. Ils ont supprimé des petits trucs.
Ralentir ces bolides, ce n'était qu'un début. Ce que voulait la NASCAR, c'était tout simplement se débarrasser de ces voitures pour ramener des modèles plus conventionnels sur les circuits. Bill France n'était sûr. Je pense qu'il voulait que ces séries de courses de stock car restent moins exotiques que d'autres courses. Il voulait voir la voiture de Monsieur Tout-le-Monde sur les circuits. Et comme toutes ces voitures profilées et aérodynamiques devenaient quelque chose d'exotique, ça n'était pas fait pour lui plaire. En conséquence de quoi, la voiture a disparu des circuits en 1971. Dès 1971, les voitures aérodynamiques ont dû se plier aux nouvelles lois. Elles devaient être plus lourdes ou alors avoir un petit moteur de 4800 cm3. Ces handicaps étaient vraiment sclérosants pour la Superbird et la Daytona. Elles ont donc disparu des courses du jour au lendemain. Ces voitures furent donc construites en un nombre d'exemplaires très réduit et il est très rare d'en voir une de nos jours, sauf bien sûr au rassemblement Aero Warriors de Talladega. C'est là que les amateurs de voitures aérodynamiques se rassemblent pour partager leur passion. Si vous faites partie du Mopar, vous savez ce qu'est un B5 Blue ou un A4 Silver et vous connaissez toutes les couleurs des voitures. Vous parlez de tout ça avec les gens, on cause Mopar, quoi. La Daytona et la Superbird ont connu un succès très éphémère sur la scène automobile. Mais grâce au talent de restauration de quelques passionnés, on en trouve quelques modèles aujourd'hui qui ne sont pas sans nous rappeler le temps où les constructeurs automobiles n'hésitaient pas à être agressifs pour gagner des courses. Merci de nous avoir suivis et souvenez-vous de notre devise, ne les condamnez pas à la casse, restaurez-les.